Depuis un haut balcon, un homme nommé Sam contemple le parterre animé d'un casino. Sa compagne, une femme blonde, remarque son regard intense et l'interroge. Les yeux rouges de Sam se plissent alors qu'il est perdu dans une sombre pensée. Son esprit est traversé par des images chaotiques de pouvoir et de contrôle sur les gens en bas. Il songe à l'idée de changer le destin d'une personne d'un simple geste. Sa compagne entame une conversation sur la vie insouciante des riches clients. Elle cite une réplique de film sur l'argent, mais Sam s'est déjà retourné et s'est éloigné. Elle l'interpelle, inquiète qu'ils aient des ennuis pour avoir flâné. Sam s'arrête, le visage assombri par une sinistre intention, remettant en question ses propres actions. Ses yeux se fixent sur un homme à une table de jeu, un parrain du crime entouré de son équipe. Le parrain, un homme au sourire sinistre et un cigare à la bouche, est clairement le centre de l'attention. Un souvenir douloureux refait surface, le reflet du parrain apparaissant dans l'œil de Sam. Il se souvient d'une nuit terrifiante de son enfance, cachée avec sa mère. Le parrain avait trouvé leur cachette, son visage menaçant planant au-dessus d'eux. Un événement traumatisant s'est déroulé, laissant le jeune Sam comme unique témoin. De retour au présent, la détermination de Sam se durcit. Il se promet que ce sera un coup net. Le parrain amasse joyeusement une pile de pièces d'or, totalement inconscient du danger. Alors que l'horloge sonne 9 heures, le parrain lance une pièce, scellant son propre destin. Une explosion soudaine déchire le casino, semant la panique dans la foule. L'explosion envoie un tourbillon de cartes à jouer s'éparpiller dans les airs. Sam se tient, intact au milieu du chaos, l'architecte du pandémonium. Ses yeux brûlent d'intensité, alors qu'il déclare que 10 ans d'attente pour la justice sont terminés. Il cueille une unique carte à jouer dans le vortex tourbillonnant autour de lui. D'un coup de poignet, il envoie la carte voler comme un projectile mortel. La dame de cœur fend l'air, lancée avec une précision parfaite. Elle passe en sifflant à côté d'une femme inconsciente, messagère silencieuse du destin. La carte poursuit sa trajectoire, se faufilant à travers la foule terrifiée. Elle se dirige droit sur le parrain, qui commence à peine à réaliser le danger. 3 secondes après le lancer de la pièce, le chronomètre marque le moment de l'impact. Le parrain s'effondre sur la table tandis que ses hommes crient, sous le choc et la confusion. Sam observe la scène se dérouler, sa mission enfin accomplie. Une expression de satisfaction sinistre traverse son visage, alors qu'il honore la mémoire de sa mère. Un sous-fifre aux cheveux violets découvre la dame de cœur, le seul indice laissé derrière. Sam, maintenant déguisé avec un sweat à capuche, se glisse dans une ruelle sombre et détrempée par la pluie. Il remonte sa capuche, certain que sa seule carte est cachée au milieu du chaos. Son seul but est maintenant de disparaître avant l'arrivée des autorités. Mais sa fuite est bloquée par un voyou brandissant une batte. 2 petites frappes le coincent, exigeant de l'argent pour leur prochaine dose de jeu. Sam sait qu'il ne peut pas se défendre sans révéler son identité. Il décide de jouer le jeu, acceptant de leur donner ce qu'ils veulent. Le voyou impatient attrape son sac à dos, ne voulant pas attendre. Il y plonge brutalement la main, cherchant des objets de valeur. À sa surprise, il en sort non pas de l'argent, mais une petite poupée en bois sculpté. Le calme de Sam se brise. Il exige qu'on lui rende le dernier souvenir de sa mère. Le voyou ignore sa supplique et lui assène un violent coup de poing à la mâchoire. Sam recule sous la force du coup, du sang coulant de sa bouche. Le voyou tient la poupée, enragé par le regard de défi dans les yeux de Sam. Une goutte de sang de Sam tombe sur la poupée, provoquant une étrange réaction. Les yeux de la poupée s'embrasent soudainement d'une brillante lumière dorée. Les pieds de Sam s'immobilisent sur le pavé, son corps soudainement rigide. Il se redresse, une étrange puissance le stabilisant. Son environnement se brouille et se déforme, le laissant complètement désorienté. Ses yeux sont passés du rouge à un or perçant, reflétant sa confusion. Une voix mystérieuse résonne, remettant en question son existence même. Les voyous sont pris de panique, appelant quelqu'un du nom de Sarah. Sam se retrouve dans une prairie ensoleillée, la ruelle sombre ayant complètement disparu. Il baisse les yeux pour voir qu'il est dans un corps différent, puis lève les yeux vers un groupe d'elfes surpris. Un elfe aux cheveux blancs se moque de lui, défiant l'elfe de Visara en duel. Il est maintenant Sarah, une elfe aux cheveux verts et aux yeux rouges, tenant un arc qu'elle ne reconnaît pas. Sarah se prend la tête, croyant que tout ceci n'est qu'une hallucination due au coup. Les autres elfes regardent avec stupéfaction tandis qu'elle se gifle, essayant de se réveiller. Ils essaient de la calmer, mais ses tremblements montrent clairement qu'elle est terrifiée. Sarah fixe l'arc dans ses mains, réalisant qu'elle n'en a jamais touché un. Indifférente à sa confusion, l'elfe aux cheveux blancs insiste sur le défi, forçant la main de Sarah. Les règles sont simples. Un duel de tir à l'arc sans magie, seulement l'instinct. La cible est un grand arbre, à 100 pas de là. L'elfe rival encoque une flèche avec expertise, prête à montrer sa compétence supérieure. Mais Sarah bouge à une vitesse impossible, sa main devenant un flou alors qu'elle intercepte le tir.
Elle attrape la flèche à quelques centimètres de son visage, l'arrêtant net. Ses yeux rouges s'écarquillent avec une prise de conscience soudaine et profonde. La mémoire musculaire du lancer de la carte était une forme de tir à l'arc depuis le début. Elle a un sourire narquois plein d'une confiance nouvelle. Cette compétence est une seconde nature pour elle. Sans même viser, elle laisse la flèche s'envoler vers l'arbre lointain. La flèche atteint sa cible parfaitement, fendant un fruit en plein centre. Les autres elfes restent sans voix, la mâchoire pendante devant ce tir impossible. Leur choc est palpable alors qu'ils fixent le résultat. Sarah, cependant, perd l'équilibre et tombe au sol, peu habituée à son nouveau corps. De retour dans la ruelle, le corps de Sam se tient debout, ses yeux dorés fixés sur les voyous. Il leur dit froidement de dégager le chemin, les menaçant avec de la vraie magie. Les voyous sont laissés complètement terrifiés et confus par sa transformation soudaine. Dans la ruelle, l'elfe Sarah, habitant le corps de Sam, commence à chanter une incantation. Il place une main sur son cœur, invoquant le pouvoir de manipuler la vie elle-même. Ses yeux dorés s'embrasent de pouvoir, alors qu'il se concentre sur une seule commande. D'un geste puissant, il tente de lancer un sort de croissance. Les deux voyous le regardent, complètement déconcertés par son étrange performance. Les yeux de l'un des malfrats s'écarquillent d'incrédulité totale face à ce spectacle bizarre. Mais rien ne se passe, laissant la ruelle dans une impasse gênante et silencieuse. Sarah panique, réalisant que sa puissante magie l'a trahi dans ce nouveau corps. Le chef des voyous devient furieux, convaincu qu'on se moque de lui. Perdant patience, les deux hommes se jettent en avant pour attaquer à nouveau. Sarah est surpris par leur agression soudaine, forcé de réagir rapidement. Il esquive avec une agilité surprenante, passant par-dessus leur tête avec aisance. Il est choqué de découvrir à quel point ce corps humain est léger et rapide. Une étrange interface numérique apparaît, affichant un taux de réussite lamentable de 2% pour sa prochaine action. Alors qu'il esquive un autre coup de poing, une icône pulsien apparaît au-dessus de son épaule. Il regarde le taux de réussite sur l'écran grimper à 3%. Une prise de conscience s'opère en lui. Esquiver les attaques augmente ses chances de succès. Avec une nouvelle stratégie, il défie les voyous avec confiance de se déchaîner. Il évite magistralement chaque attaque, provoquant l'apparition d'une cascade de notifications +1. Après une rafale d'esquive, son taux de réussite pour sa prochaine action grimpe à 70%. Les voyous sont laissés à bout de souffle et épuisés, n'ayant réussi à porter aucun coup. Sa main commence à briller, se synchronisant avec le pouvoir qu'il a accumulé dans le système. Avec 70% de chance, il décide d'essayer de lancer sa magie une fois de plus. Une image spectrale de sa véritable forme elfique apparaît alors qu'il déchaîne le sort. Les voyous ne peuvent que regarder avec horreur la magie prendre effet. D'épaisses lianes vertes jaillissent soudain de leur bouche, les étouffant. La ruelle est instantanément envahie par des pastèques géantes, piégeant les hommes terrifiés. Sarah contemple le chaos qu'il a créé, légèrement déconcertée par le résultat. Il ramasse la poupée en bois tombée, remarquant qu'elle lui ressemble étrangement. Il réalise qu'utiliser la magie lui a permis de sentir un arbre de vie lointain, suggérant la présence d'autres elfes. En marchant à travers la ville, il observe l'environnement morne, sans plantes, et les gens abattus. Son regard perçant balaye la zone, analysant ce nouveau monde étrange. Il note les corps faibles et les yeux ternes de la population, concluant qu'ils ne sont pas des guerriers. Il en déduit qu'ils sont une tribu déplacée, forcée de vivre en périphérie et épargnée des tempêtes de dragons. Il serre le poing, une nouvelle résolution se formant dans son esprit. Il décide de trouver leur chef pour apprendre leurs secrets et reprendre sa propre position de chef. Ses pensées sont interrompues par un cri proche, annonçant la marche des gobelins. Ses yeux s'écarquillant d'alarme, le mot « gobelin » déclenchant une haine profonde. Il repère un groupe de jeunes hommes turbulents, les reconnaissant comme des gobelins déguisés en humains. Il frissonne, se souvenant des innombrables elfes tombés face à ces créatures sauvages. Les gobelins déguisés le bousculent, leur excitation révélant leurs sinistres intentions. De retour dans le monde des elfes, la rivale de Sarah, Nikki, et son entourage commencent à partir. Nikki avertit Sarah avec suffisance que le siège de chef sera finalement le sien. Un compagnon inquiet demande à Sam s'il est préoccupé par la tempête de dragons qui approche. Les autres elfes se rassemblent, jurant de purifier les gobelins avec leur magie. La réalité de sa situation frappe enfin Sam. Il a été transporté dans un monde de magie. Ses yeux brillent, alors qu'il réalise qu'il n'est pas venu seul. Il a apporté un système avec lui. Il examine l'interface, qui affiche maintenant le taux de mortalité de la prochaine action. Il est horrifié de voir un taux de mortalité de 70%, considérant le système comme une malédiction, pas un avantage. Il décide de rester discret pour éviter de déclencher les probabilités mortelles du système. Les provocations de Nikki manquent de le démasquer, le forçant à battre en retraite précipitamment.
Il lève les yeux vers une immense cabane dans les arbres, réalisant que c'est censé être sa nouvelle maison. Avec une expression déterminée, il se prépare à affronter son premier véritable test dans ce monde. Les autres elfes bavardent en le regardant tourner maladroitement à la base de l'arbre. Ils se moquent de son comportement étrange, plaisantant sur le fait qu'il essaie de ne faire qu'un avec l'arbre. Alors qu'il commence à grimper, il ricane, pariant sur la vitesse à laquelle il tombera. Il s'écroule au sol mais se relève sans se plaindre, les surprenant par sa ténacité. Ils regardent avec étonnement sa réussite finale, réalisant qu'il s'entraînait depuis le début. 30 minutes plus tard, il a enfin atteint l'entrée de sa cabane dans les arbres. À l'intérieur de la maison confortable et remplie de plantes, il appelle immédiatement le système. Pour tester ses limites, il fixe audacieusement le taux de mortalité pour marcher à 70%. Il fait un seul pas prudent et la planche de bois sous son pied se fendille. Le sol s'effondre soudainement, le faisant chuter dans une pluie de débris. Il atterrit durement, surpris que ce soit l'interprétation du système d'un taux de mortalité de 70%. Soudain, une étrange énergie se met à briller et à pulser depuis son abdomen. Une explosion de puissance incontrôlable jaillit de son corps, brisant un mur voisin. Il se plie en deux, ayant l'impression que quelque chose vient d'exploser en lui. Une grande cruche d'eau vacille sur une étagère élevée, délogée par l'explosion. La cruche tombe et s'écrase sur le sol, manquant de peu sa tête. Il se met à suer froid, admettant à lui-même que ce système est réellement dangereux. Des restes brisés du pot, une petite créature bleue ressemblant à un lézard émerge. Il regarde, les yeux écarquillés de choc, le monstre qui vient de se matérialiser devant lui. Les griffes acérées de la créature, semblables à de la pierre, s'étendent pour le saisir. Elle ouvre sa gueule massive et baveuse, se préparant à l'avaler tout entier. Son expression se durcit alors qu'il se prépare à achever la créature pour de bon. Il porte un coup puissant et précis directement à la tête du monstre. La créature hurle de douleur, projetée en arrière dans les décombres de la cabane. Un elfe sur un drake arrive, attiré par la montée de magie, et demande si Sarah va bien. Sam, en tant que Sarah, sort des décombres, meurtrie et contusionnée mais bien vivant. Elle rassure son compagnon en lui disant qu'elle va bien, ajoutant ironiquement qu'elle n'est pas encore morte. L'elfe sur le drake s'excuse, expliquant que sa monture est fraîchement domptée et encore désobéissante. Il rassure Sam que le drake est calme maintenant et qu'il soignera ses blessures plus tard. Encore étourdi par la chute, Sam demande à son compagnon ce qui vient de se passer. Le jeune elfe l'informe gravement que la redoutée tempête de dragons est arrivée. Il précise qu'une horde massive de gobelins a été repérée à la lisière de leur forêt. Le drake vire brusquement, s'élevant à travers les nuages alors qu'il fonce vers la bataille imminente. Le jeune elfe applaudit, ravi que sa monture lui obéisse enfin. Sam réfléchit à la série d'événements quasi mortels, réalisant que le taux de mortalité de 70% du système était terriblement réel. Une nouvelle notification du système apparaît, le récompensant de 70 points d'attribut pour avoir survécu à l'épreuve mortelle. Le système lui demande alors s'il veut commencer le processus d'amélioration. Sans un instant d'hésitation, son doigt appuie sur « Oui » sur l'interface lumineuse. Il est immédiatement englouti dans un tourbillon de runes magiques dorées. Une vague d'énergie le submerge, lui donnant son premier vrai goût de ce qu'est la magie. Le système affiche ses statistiques, expliquant que la magie est créée en combinant des traits et des éléments. Un tableau complexe illustre comment différentes combinaisons peuvent forger des sorts entièrement nouveaux. Il comprend enfin pourquoi les elfes traitent les accidents magiques avec tant de désinvolture. C'est une partie attendue du processus d'apprentissage. Le système lui rappelle les 70 points d'attribut qu'il a gagnés lors de son épreuve mortelle. Il décide d'investir ses points d'abord dans la vitalité, touchant la statistique correspondante. Une nouvelle invite explique qu'atteindre 100 dans n'importe quelle statistique débloquera une compétence puissante conférée par la loi. Une idée brillante lui vient. Il peut fixer manuellement le taux de mortalité pour accumuler rapidement des statistiques et tout maîtriser. Son compagnon le rassure au sujet de la blessure d'un autre elfe, confiant en leur magie de guérison. Pour tester sa nouvelle théorie, Sam fixe le taux de mortalité de sa prochaine action à un risqué 30%. Il frappe sa main au sol, canalisant une vague d'énergie dorée dans la terre. Il tente de lancer « Mutation de graines », déchaînant une explosion de magie puissante mais incontrôlée. Le sort se retourne contre lui, faisant crier le drake alors que l'énergie magique le frappe. La force du contre-coup le fait basculer du dos du drake et chuter vers le sol. Son compagnon crie son nom avec terreur, le regardant tomber impuissant. En tombant, il reconnaît le schéma familier d'une montée de puissance suivie d'un épuisement complet de l'endurance. Une épaisse liane verte jaillit soudainement de son corps, brillant d'énergie. La liane fouette l'air, s'enroulant fermement autour de sa taille. Elle le tire vers le haut, le ramenant en sécurité vers le drake qui l'attend. Son compagnon l'attrape,
le réprimandant pour son imprudence et lui rappelant leur devoir envers la forêt. Sam reprend son souffle et s'excuse, promettant que cela ne se reproduira plus. Après avoir survécu à une autre épreuve, il gagne 100 points d'attribut et en verse immédiatement 97 dans la vitalité. Sa statistique de vitalité atteint instantanément le maximum de 100, éclipsant tous ses autres attributs. Le système annonce qu'il a acquis de nouvelles compétences et le puissant trait « affinité avec le bois ». Le drake descend, révélant une horde massive et grouillante de gobelins au sol. Sa rivale, Nikki, se moque de leur arrivée tardive, peu impressionnée. Alors qu'ils atterrissent, Nikki demande un rapport sur la situation actuelle. Elle révèle qu'elle avait déjà senti les gobelins approcher, surprenant les autres par leur vitesse. Sam scrute l'armée rassemblée, observant les différentes races d'elfes et se demandant si les humains existent ici. Il note que les elfes verts communs, avec leurs armes simples, ressemblent presque à des humains à l'exception de leurs oreilles. Il apprend que lui, ainsi que d'autres elfes avec des affinités spéciales, sont candidats pour être le prochain chef. Un cri s'élève dans les rangs, annonçant l'arrivée de l'ancienne et de la commandante des chevaliers. Les deux puissants chefs descendent du ciel, leur présence imposant le respect. La commandante des chevaliers atterrit, son épée massive prête alors qu'elle se prépare à rallier les troupes. Elle donne des ordres, formant les elfes en rangées de mages, de combattants au corps à corps et d'archers. Sam observe les vétérans au visage sombre, sous-estimant la menace de ce qu'il considère comme des monstres de bas niveau. La commandante annonce que l'ancienne Béatrice va maintenant distribuer l'équipement aux guerriers. L'ancienne dépose délicatement une seule et belle fleur sur l'herbe. La fleur commence à pulser d'une lumière magique et brillante. Les deux chefs sont baignés dans l'énergie radieuse de la fleur alors que le sortilège commence. Béatrice chante une incantation, ordonnant à la fleur d'inspiration de fleurir et de renforcer l'armée. Une vague de lumière dorée déferle sur les elfes assemblés. Des bourgeons lumineux se matérialisent et flottent autour des elfes, qui réagissent avec excitation et admiration. Nikki écarte nonchalamment un bourgeon, clairement peu impressionné par la démonstration de magie. Sam attrape l'un des bourgeons, qui s'épanouit en une fleur complète dans sa main, à sa grande surprise. Nikki se vante que sa magie du vent lui permet de guider les flèches avec une précision extrême à 1 kilomètre de distance. Sian exhibe fièrement un nouveau bâton magique, excité d'utiliser enfin son drake au combat. La commandante des chevaliers assigne divers elfes à leur poste, organisant les lignes de front. Une elfe de lumière aide les elfes ordinaires, utilisant sa magie pour les aider à faire éclore leur nouvel équipement. Elle lance une bénédiction solaire, un puissant sort de soutien pour les troupes. Les elfes ordinaires regardent avec étonnement leurs bourgeons se transformer en armes lumineuses et personnalisées. Un elfe fixe avec stupeur l'épée puissante qui vient de se matérialiser entre ses mains. Sam observe les événements en silence, essayant de comprendre ce qui se passe. Une elfe ressemblant à un renard remarque son comportement étrange et lui demande ce qui ne va pas. Elle se penche plus près, sentant que quelque chose est très différent chez Sarah aujourd'hui. Sam recule nerveusement, prétextant qu'il est juste anxieux à propos de la bataille à venir. Les yeux de l'elfe renard se plissent de suspicion, ne croyant pas à son excuse. Il panique, convaincu que sa véritable identité de transmigré est sur le point d'être révélée. L'elfe renard le pointe du doigt, lui demandant s'il sait déjà ce qui fait suer Sam à grosses gouttes. Il réalise qu'elle parle du retour de l'ennemi juré de Sarah, le dragon de poison. Nikki révèle que Sarah a un jour mené imprudemment une petite équipe dans l'antre du dragon pour gagner la gloire. Elle déclare froidement que Sarah a été la seule à revenir de cette mission désastreuse. Les yeux de Sam s'écarquillent alors qu'il prend conscience de la sombre histoire du corps qu'il habite maintenant. Il entend les autres elfes chuchoter, l'accusant de prévoir de les utiliser à nouveau comme des pions. Il comprend enfin la rancune profonde que les autres elfes nourrissent envers Sarah. Il est choqué d'apprendre que la vraie Sarah avait osé affronter un dragon avec seulement 2 compétences de base. L'ancienne intervient, disant à Nikki d'arrêter de harceler Sarah. Elle l'encourage à voir quel équipement la fleur lui a préparé pour découvrir une seule graine de tournesol dans sa paume. L'ancienne Béatrice offre à Sam des mots d'encouragement, tandis que Nikki regarde avec dédain. Lui et son nouveau compagnon, Noah, prennent position dans la forêt pour poser des pièges. Leur stratégie est un assaut sur 3 fronts conçus pour épuiser la horde de gobelins. L'essence aiguisée de Sam l'alerte que l'ennemi est maintenant en mouvement. Au loin, un essaim massif de gobelins déferle, mené par une bête ailée. Le terrifiant dragon de poison fond sur eux, commandant l'armée de gobelins. L'avant-garde elfique charge sans crainte pour affronter la force ennemie écrasante. Pendant ce temps, de retour dans la ruelle, Sarah a maîtrisé les gobelins déguisés, qui supplient maintenant pour leur vie. Il exige froidement qu'ils révèlent leurs véritables intentions. L'elfe leur donne un choix simple, coopérer ou être éliminés. Les 3 hommes sont absolument terrifiés par sa menace. Ils se prosternent immédiatement, promettant de tout lui dire. Les hommes s'effondrent en sanglots.
à cause de leurs échecs amoureux. Sarah est déconcertée, notant qu'ils ne sentent pas les gobelins et s'interrogeant sur leur comportement bizarre. Ils continuent leur lamentation, se plaignant que personne ne les remarquera jamais. Il leur dit de simplement s'améliorer, même si cela prend un siècle. Ses conseils ne font que les plonger dans une spirale de désespoir encore plus profonde. Fatigués de leur comédie, Sarah propose de les aider avec leurs problèmes. Les hommes sont immédiatement méfiants, se demandant quel genre d'aide ils proposent. Sarah se souvient du sort Vent de romance de Nikki, une puissante magie de fertilité. Il se souvient d'avoir vu Nikki et un autre elfe combiner leur magie sur un grand arbre. Le sort avait eu un effet amusant et puissant sur la maison d'un elfe voisin. Un sourire confiant traverse son visage. Il n'a besoin que d'un lancement réussi pour le reproduire. Soudain, son estomac se met à gargouiller avec une étrange intensité. Il est pris de convulsions de faim, que les hommes interprètent à tort comme une suggestion de lui acheter à manger. Ils le conduisent à une petite boutique de raviolis, promettant de lui offrir le repas. Une assiette fumante de raviolis frais est placée devant lui. Il regarde la nourriture inconnue avec suspicion, tandis que les hommes continuent de suranalyser ses motivations. Il les interroge sur une fosse de soufre, apprenant que c'est le territoire d'un dragon. Ils décrivent le redoutable dragon flamboyant du soleil pourpre, une bête presque légendaire. Il écoute attentivement alors qu'il raconte comment le dragon a terrorisé les tribus elfiques de l'Ouest pendant des décennies. Les hommes, cependant, interprètent complètement mal la situation, pensant qu'il parle en code. Sarah fait le lien avec une fosse empoisonnée près de sa propre tribu, essayant de recueillir plus d'informations. Les gobelins se vexent, croyant qu'il les insulte. Il prend prudemment une bouchée d'un ravioli. Ses yeux s'ouvrent brusquement, avec une prise de conscience soudaine. L'interface du système montre que son taux de réussite pour sa prochaine action a grimpé à 1%. Une idée brillante lui vient, et il sait exactement comment accumuler ses statistiques. Il commence à se goinfrer furieusement de raviolis, alors que les notifications +1 inondent l'écran. Les gobelins regardent, choqués, et commandent rapidement plus de nourriture pour suivre son appétit. Ses joues sont gonflées alors qu'il continue son marathon culinaire. Ses nouveaux compagnons ne peuvent que le regarder avec un mélange d'admiration et de terreur. Il atteint un taux de réussite de 73%, mais peine visiblement à avaler une autre bouchée. Il sait qu'il a besoin d'un taux d'au moins 90% pour copier le sort de vent en toute sécurité. Avec une détermination renouvelée, il ouvre grand la bouche, exigeant qu'il continue à apporter de la nourriture. Juste au moment où il s'apprête à prendre une autre bouchée, une main l'arrête. Un mystérieux homme aux cheveux violets s'assoit, le saluant avec un sourire suffisant. L'homme lui demande son nom, faisant un étrange commentaire sur son visage. Sarah le foudroie du regard, se méfiant instantanément de ce nouvel arrivant. La suralimentation finit par avoir raison de lui, et il tombe violemment malade. Le nouveau venu recule, alors que Sarah rend son déjeuner sur toute la table. L'homme l'accuse d'être hostile et de ruiner un plan qui était garanti de réussir. Ses yeux perçants révèlent qu'il sait que Sarah a tué quelqu'un et s'est éclipsé sans se faire remarquer. Les gobelins sont stupéfaits, réalisant qu'ils ont fréquenté un meurtrier. Sarah comprend qu'il s'agit d'un transfert d'âme complet et qu'il est maintenant responsable des actions du propriétaire original. Son expression se durcit, alors qu'il décide de régler lui-même ce pétrin inattendu. L'homme ordonne avec condescendance à la bête de bas étage de s'expliquer. Avec un taux de réussite de 73%, Sarah décide qu'il est temps de faire une démonstration de vraie magie. Il canalise son pouvoir, se préparant à lancer un sort d'accélération de graines. Le sort échoue lamentablement, faisant chuter son taux de réussite à un misérable 3%. Il fixe l'interface avec horreur, paniquant alors que l'homme observe avec amusement. Désespéré de gagner du temps, il demande à finir son repas avant de se battre. Il enfourne rapidement un autre ravioli dans sa bouche pour augmenter ses statistiques. Mais son estomac se rebelle et il est de nouveau malade. Malgré sa nausée, il demande quel prix doit être payé pour un meurtre. Les gobelins se tournent vers leur ami calé en droit pour une explication juridique. L'homme aux cheveux violets se penche, sa voix basse et menaçante. Il déclare qu'un meurtrier paie de sa vie. Les mots glaçants laissent Sarah complètement sans voix. Le gobelin ajoute rapidement qu'il y a d'autres possibilités, comme la prison à vie. Les yeux de l'homme se plissent en un regard terrifiant et sombre. Son regard intense suffit à effrayer les gobelins et à les faire taire. L'homme reconnaît calmement qu'il pourrait y avoir d'autres options. Sarah demande s'il y a vraiment un autre moyen, sa voix remplie de désespoir. L'homme pose lentement sa main sur la table. Il confirme qu'il y a en effet un autre moyen. Un sourire de soulagement maniaque s'étale sur le visage de Sarah. Mais son espoir est instantanément anéanti par le prochain geste de l'homme. Avec une soudaine explosion de force, il retourne la table entière. Il sourit narquoisement, informant froidement Sarah qu'il ne mérite pas de savoir ce que c'est. Il rattrape la table en plein vol alors que les gobelins crient à propos du désordre.
Une goutte de sueur perle sur son visage, mais sa concentration reste intacte. En un éclair, il disparaît, laissant son adversaire et les gobelins complètement perplexes. Il réapparaît instantanément derrière l'homme, lançant une frappe puissante. Mais son adversaire l'envoie s'écraser sans effort contre le mobilier du restaurant. L'homme aux cheveux violets sort de sous une table, alors qu'un gobelin le corrige sur le condiment renversé. Dominant l'elfe épuisé, l'homme exprime sa déception face à sa piètre performance. Il sort alors un jeu de cartes familier de sa poche. Il présente les cartes à Sarah, se demandant si c'est là la limite de son pouvoir. Avec un sourire sinistre, il met Sarah au défi d'essayer d'utiliser les cartes pour en finir avec lui. Sarah accepte le jeu, ses yeux dorés se plissant avec une détermination sombre. En manipulant les cartes, il se demande comment un outil aussi simple pourrait être une arme du crime. Il note que leur texture est légère et douce, lui rappelant les feuilles d'un arbre à couronne de fer. Une prise de conscience s'opère en lui. Il n'y a qu'un seul moyen de les rendre mortels. Il met sa théorie à l'épreuve, lançant une carte avec une intention létale. Leur combat est interrompu par le propriétaire du restaurant furieux, qui frappe l'homme avec une louche. Le chef costaud continue de réprimander l'homme aux cheveux violets pour avoir perturbé son commerce. L'homme riposte d'un seul coup de poing, brisant une table voisine sous l'impact. Il attrape sans effort la louche du chef qui se brise dans sa poigne. D'un coup de pied rapide, il envoie l'homme beaucoup plus grand voler à travers la pièce. Sarah ne peut que regarder, stupéfait, cette démonstration de puissance brute. L'homme reporte son attention sur Sarah, prêt à reprendre leur confrontation. Il nargue l'elfe, l'avertissant que l'hésitation sera sa perte. Poussée à l'action, Sarah lance une autre carte de toutes ses forces. L'homme attrape nonchalamment le projectile dans ses cheveux, se moquant de sa lenteur. Il esquive facilement la prochaine charge de Sarah, critiquant son approche directe. Un coup de pied puissant manque sa cible, alors que son adversaire le juge bien trop faible. Il regarde de haut l'elfe en difficulté, se demandant pourquoi il se retient encore. La panique s'installe alors que Sarah réalise l'énorme fossé de force qui les sépare. Une coupure apparaît sur sa joue, alors que la pensée terrifiante de sa propre mort lui traverse l'esprit. Son adversaire réduit la distance, le saisissant fermement par la tête. Le regard froid et menaçant de l'homme croise les yeux terrifiés de Sarah. Il lève la main, se préparant à porter le coup de grâce. Sa main descend dans un flou de mouvement, visant directement le visage de Sarah. Mais Sarah parvient à bloquer le coup juste à temps. Surpris par le blocage, l'homme touche simplement le sol et demande une autre manche. Les yeux de Sarah s'écarquillent de terreur absolue face à ce qu'il voit ensuite. Une troisième main, apparemment faite de terre, jaillit du sol pour le saisir. Il se tord au dernier moment, évitant de justesse la poigne de terre. L'homme s'interroge sur ses mouvements étranges, ignorant que Sarah réagit à une troisième main. Il insiste, se demandant pourquoi l'elfe refuse toujours d'utiliser sa magie. Caché derrière les décombres, l'un des gobelins reconnaît soudain l'homme mystérieux. Il se souvient que l'homme était déjà un magicien de renommée mondiale alors qu'il n'était qu'un enfant. Un flashback le montre en maître de la magie de proximité, éblouissant des foules immenses. Sa dextérité était légendaire, personne n'ayant jamais pu déceler une faille dans ses tours. Mais il était surtout célèbre pour son tour ultime, l'acte de disparition. Sa dernière et plus célèbre performance consistait à faire disparaître son propre petit frère d'une cage. Le public de l'époque avait écarté cela comme un simple tour de scène avec des tunnels cachés ou des miroirs. Mais le gobelin révèle la vérité choquante. Son frère n'est jamais réapparu. Les autorités ont enquêté pendant 1 mois, mais n'ont trouvé aucune trace, classant l'affaire comme une disparition. Le magicien, un suspect principal, a ensuite disparu de la scène magique, transformant l'affaire en légende urbaine. Le gobelin tremble, réalisant que cette figure tristement célèbre d'un mystère non résolu se tient juste devant eux. Le magicien Qin Zhaoyang révèle que son célèbre tour n'était pas du tout une performance. Il avoue qu'il a créé un véritable sort pour accomplir l'impossible. Il déchaîne une rafale de cartes, identifiant son pouvoir comme de la magie dimensionnelle. Il explique que sa quête ne sera pas terminée tant qu'il ne pourra pas utiliser sa magie pour ramener son frère perdu. Sarah est horrifiée, reconnaissant la magie dimensionnelle comme un art interdit, trop dangereux même pour les elfes légendaires. Une seule carte fend l'air, en épinglant une autre au sol avec une force impossible. Les cartes s'arrangent en une formation sur le sol, piégeant Sarah à l'intérieur. Sarah foudroie son adversaire du regard, comprenant enfin le véritable niveau de menace auquel il fait face. Chien fait tenir une carte en équilibre sur le bout de son doigt, exigeant de voir la propre magie de Sarah. Il en déduit que Qin a senti sa magie précédente et veut maintenant l'utiliser pour compléter son sort dimensionnel. Prenant une profonde inspiration, Sarah se prépare à la confrontation inévitable. Il demande avec défi en quoi sa magie concerne le magicien. Un souvenir refait surface d'un jeune elfe, interrogeant ses parents sur le but de la magie.
Ses parents lui expliquèrent que la magie est un don du monde, destiné à être utilisé pour sa protection. Le jeune elfe, cependant, trouvait ce concept totalement ennuyeux et piqua une colère. Ses parents l'avertirent qu'utiliser la magie à des fins égoïstes engendre les ténèbres, menant à la tempête de dragons. Ils lui apprirent qu'utiliser la magie fait de vous une partie d'elle, surtout lorsqu'elle est utilisée pour la protection. Le souvenir s'estompe et Kin pose une dernière question. Que signifie la magie pour lui? Saint répond à sa propre question par un seul mot glaçant, le pouvoir. Il révèle son ambition de transformer des tours de passe-passe en véritable sorcellerie et de libérer l'humanité de son existence banale. Les yeux de Sarah brûlent de fureur alors qu'il déclare que la réponse du magicien est fausse. Il déchaîne sa propre aura verte, proclamant que la magie n'est pas un jouet qu'une personne comme Kin peut abuser. Malgré un taux de réussite lamentable de 21% affiché par le système, il décide de lancer son sort. Il pousse sa main en avant, tentant de lancer le sort d'accélération de graines. Une alerte système clignote, confirmant l'inévitable. Le lancement de la magie a échoué. Il se prépare, sachant que chaque sort raté a un prix. Une lumière blanche brillante jaillit de son corps, la conséquence d'un puissant contre-coup élémentaire. Le magicien ne peut que regarder, complètement perplexe face à ce résultat inattendu. Une puissante explosion d'énergie blanche jaillit du restaurant, brisant la porte d'entrée. Le magicien recule sous la force du contre-coup, respirant lourdement. Une nouvelle silhouette aux cheveux rouges et noirs apparaît, jurant d'empêcher le magicien d'utiliser à nouveau la magie. Sarah déclare que c'est pour le propre bien du magicien, alors que le système réinitialise son taux de réussite à 0. Les fenêtres du restaurant sont soufflées, laissant une traînée de verre brisée dans la ruelle. Les deux se tiennent au milieu des décombres, les séquelles de leur confrontation magique évidentes. Avec un sourire malicieux, le magicien lève soudain les mains en signe de reddition. Les yeux de Sarah se plissent de suspicion, ne faisant pas confiance au soudain changement d'attitude de son adversaire. Il exige que le magicien rédige un contrat, mais Chin feint la confusion sur ce qu'il faut écrire. Chin est surpris d'être épargné, mais Sarah précise qu'il veut juste que l'abus de la magie cesse. Le magicien regarde une feuille, demandant innocemment ce qu'il devrait écrire dans le contrat. Sarah bouillonne d'une frustration à peine contenue face à la comédie du magicien. Il explique que c'est une excuse contraignante, ce que Chin compare aux mots qu'il écrivait pour son frère. Saint récite avec suffisance un vœu, promettant de se réformer et d'accepter des conseils. Il rend la feuille à Sarah avec impertinence, remarquant à quel point leur accord semble enfantin. Sarah prend la feuille, qui se met à briller d'une énergie magique verte et vibrante. Les deux tiennent la feuille brillante entre eux, se préparant à forger un pacte magique contraignant. Sarah canalise sa force vitale, ses cheveux devenant verts alors qu'il infuse le contrat de pouvoir. Le magicien observe la feuille être enveloppée de magie, scellant leurs vœux. Ses yeux s'illuminent de vert alors qu'il ressent la sensation inconnue de la magie contraignante prendre effet. Une silhouette de son corps est enveloppée de vrilles de lumière verte, une représentation visuelle de la nouvelle contrainte. Il tente d'utiliser sa magie dimensionnelle pour constater qu'elle réagit maintenant au nouveau saut. Les magies conflictuelles provoquent un contre-coup douloureux et il se serre le nez ensanglanté. Il regarde sa paume, qui est maintenant percée de minuscules aiguilles matérialisées par le conflit magique. Malgré la douleur, un sourire confiant et légèrement sinistre s'étale sur son visage. Il regarde Sarah s'éloigner, notant que le monde lui-même semble différent maintenant. Sarah ordonne au gobelin de s'occuper du chef inconscient, qu'il croit être une victime innocente. Les trois hommes se blottissent les uns contre les autres, tremblant de peur après les événements chaotiques de la nuit. L'un d'eux pointe du doigt avec alarme, alors que Sarah est soudainement confrontée par le chef. Le magicien abat un gourdin en bois sur la nuque du chef. Il révèle ensuite que tout n'était qu'une farce, montrant que le gourdin n'était qu'un morceau de pâte. Il pointe le sol, expliquant que le sang n'était rien de plus que de la sauce soja renversée. Sarah et les gobelins ne peuvent que regarder, bouche bée, le sens de l'humour tordu du magicien. Ken explique nonchalamment qu'il a juste pincé l'artère de l'homme pour l'assommer temporairement. D'un coup sec à la nuque, il ranime instantanément le chef inconscient. Le chef se réveille en sursaut, complètement désorienté et confus quant à son environnement. Lassé de ses jeux, Sarah saisit le magicien par le col. Xiang entraîne joyeusement Sarah avec lui, décidant qu'il est temps pour eux de partir. Les deux trouvent une ruelle tranquille, reprenant enfin leur souffle après la rencontre chaotique. Le magicien révèle qu'il a effacé toutes les vidéos de sécurité, s'assurant que Sarah ne sera pas pistée par la police. Sarah le regarde avec méfiance, exigeant de connaître sa véritable raison de l'aider. Ken invite Sarah à rejoindre son équipe et à explorer le mirage de la mer d'arbres. Le nom ne signifie rien pour Sarah, le laissant complètement confus par l'offre.
Le magicien est choqué, se demandant pourquoi Sarah a tué le parrain si ce n'était pas pour sa place d'entrée. Sarah panique intérieurement, réalisant qu'il n'a aucune idée de ce dont son adversaire parle. Kane explique que le mirage est une passerelle rare qui mène directement au monde des elfes. La mention du monde des elfes capte instantanément toute l'attention de Sarah. Le magicien pointe la poupée en bois, l'identifiant comme la clé pour entrer dans l'autre monde. Sarah serre instinctivement la poupée, refusant d'abandonner son unique lien avec son passé. Il essaie rapidement de faire le malin, toussant et prétendant qu'il ne faisait que plaisanter. Avec une nouvelle détermination, il regarde le magicien et accepte de rejoindre son équipe.